Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Alors, on va démarrer avec la saga, la chronique et le débat qui reste très intéressant autour... Alors, crypto-monnaie, j'aime pas beaucoup. Crypto-actif, c'est mieux, hein, parce que même si on va voir, là, il y a le Salvador, peut-être que ça y est, le Bitcoin va devenir une monnaie. Donc, les histoires du Bitcoin, mais en l'occurrence, David Bouni, avec qui je vais discuter, il réfléchit aussi à ce qui se passe du côté des banques centrales et du côté de ce qu'on appelle les monnaies digitales de banque centrale. Donc, est-ce qu'on va vers une sorte de bataille digitale, en fait, entre des monnaies qui seront des vraies monnaies, hein, même digitales, et puis ces crypto-actifs? On va raconter tout ça, on va parler de tout ça. C'est sans doute une structure importante de notre environnement macroéconomique et financier dans les années qui viennent. Ensuite, alors là c'est un truc, on va voir, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Forcément, l'année qu'on vient de traverser a changé la donne dans les rapports entre l'entreprise et la famille. Voilà, je le dis très très vite comme ça. À partir du moment où l'entreprise rentre chez nous en permanence à travers le télétravail, on ne peut plus penser que ce qui vous entoure immédiatement, c'est-à-dire quand même globalement votre famille, doit échapper totalement au champ de la famille. Alors on ne peut plus ou au contraire il faut continuer. Je vais discuter de ça avec justement une entrepreneuse qui avait démarré, comme beaucoup d'entrepreneurs ont démarré autour de l'entreprise et de la famille, c'est-à-dire avec la crèche. Et elle sent aujourd'hui qu'il faut aller un petit peu au-delà. Donc on va discuter de tout ça. Et puis ensuite, alors, un entrepreneur que j'ai déjà comparé à un char d'assaut, Anthony Bourbon, le fondateur de Feed. Alors si vous me suivez régulièrement, vous le connaissez. Sauf que là, j'ai l'impression que le char d'assaut... a rencontré, comment est-ce qu'on va dire ça, les Ardennes et qu'il a du mal à les traverser. Voilà. C'est parti, c'est Bismart. On démarre donc avec David Bourny. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes donc responsable du département SES à Télécom Paris Tech, c'est ça, hein? C'est ça, Télécom Paris. Télécom Paris, ça s'appelle plus, Paris. voilà, Télécom concentré. Condensé maintenant. Et donc vous vous intéressez beaucoup à ce qui se joue autour des... Alors, vous dites crypto-monnaie, vous, quand vous parlez du Bitcoin? Crypto-actif. Crypto-actif, ouais, hein. Voilà. Ouais, c'est pas une monnaie. Non, c'est pas une monnaie, clairement non. Même si le Salvador, là, va tenter un truc. On va voir. Enfin, ils font appel, mais non, probablement pas. Enfin, je vois pas l'intérêt, mais après, on peut en discuter. Mais... Oui, enfin, pour le coup, j'avais un petit peu compris... Enfin, tiens, je ne sais pas si ça vous intéresse. C'est-à-dire le projet politico-libertaro financier qu'il y a derrière le Bitcoin. Oui. Là, pour le coup, c'est le premier gars, le président du Salvador. Alors, il est très particulier, vous avez tous vu ça, mais il veut couper les ponts avec le dollar. Ouais. C'est le premier qui va peut-être donner une forme, on va voir, crédible, en fait, à ce projet, enfin, à sortir, en fait, le Bitcoin de la simple logique du ticket de casino, ce qu'il est aujourd'hui, quoi, quand même. Ouais, mais il y a des alternatives au Bitcoin. Il y a plein de crypto-actifs et le Bitcoin, je vois pas très bien avec la volatilité quel service il peut rendre. Ils sont tous autant volatiles. Non, il y a des ce qu'on appelle les stablecoins, c'est-à-dire le projet Libra, par exemple. Oui, ils n'existent pas. Non, ils n'existent pas. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis président du Salvador. Ok, je suis un petit peu fêlé et je veux dire, je ne veux plus entendre parler du dollar mort à l'Amérique. Ouais. J'ai pas d'autre alternative que le Bitcoin ou un autre crypto-actif, mais hyper volatile. Ouais, l'Ethereum un peu moins, et il y a d'autres crypto-actifs qui sont beaucoup moins, en fait, qui sont... Mais il lui faut de la profondeur de marché aussi. Il commence à y en avoir de la profondeur de marché. Sur le Bitcoin ? Ouais. Non. Zéro. Ah. C'est un petit monde d'investisseurs qui parient sur le... Un petit millier de milliards quand même. Un petit millier de milliards, alors, j'ai pas regardé les dernières valos comme ça bouge tellement. Oui, mais distribué concentré sur quelques mains, quoi. Ouais. Donc c'est pas les petits particuliers, c'est pas vous, moi. Ça m'intéresse ça, David. Vous croyez pas, j'en discutais, à partir du moment où BlackRock, enfin les énormes gestionnaires de fonds, commencent à ouvrir à leurs clients la possibilité d'aller investir en Bitcoin. Moi, je me demandais s'ils ne sentent pas une forme de responsabilité de tenir le marché quand même à la marge. Je pense pas, non. Non, c'est purement spéculatif, non. Non, il faut les actifs sur le marché concurrent rapportent rien du tout en termes de taux d'intérêt. Si je cherche de la volatilité et du risque, je me détourne sur les cryptos. Ah oui, ça c'est sûr que j'en ai, oui. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon, alors, est-ce qu'il y a... Donc là, ce qui se passe, et ça va nous amener aux monnaies digitales de banque centrale. Donc ce qui se passe, vous avez suivi ça, c'est la Chine qui continue son offensive. Là, je regardais, il y a 4 régions chinoises donc, qui ont coupé le courant en fait, à un certain nombre de fermes de minage de Bitcoin. Vous savez comment ça se passe. Et donc il y a d'ailleurs une baisse de tension sur le réseau qu'on n'avait pas vue depuis un bon moment.
Est-ce que les Chinois font ça justement parce qu'ils sentent qu'il peut y avoir une concurrence entre ces crypto-actifs et les monnaies digitales que les grandes banques centrales sont en train de mettre en place? Je pense pas. C'est clairement un contrôle en fait des transactions. D'accord. C'est une façon de contourner le pouvoir chinois. La Chine dit non. Elle ferme les fermes. Normal, basique. Ouais. Ok. Non. La grosse concurrence qu'il pourrait y avoir, c'est entre les cryptos de type Diem, Libra, portés par Facebook, Ouais. et les monnaies numériques de banque centrale. Ouais. Ça, pour moi, c'est des concurrents. Le Bitcoin, c'est juste un actif spéculatif qui n'a aucune contrepartie dans les transactions, quoi, pratiquement pas. Donc il n'y a pas de concurrence. Pour moi, il n'y en a pas. Non, mais moi, vous le balayez d'un revers de main. Complètement. Complètement. Ouais. Je pense que c'est pas un projet d'avenir, hein, mais c'est ça. C'est peut-être mon... Non, je suis tout à fait d'accord, mais bon, je discute quand même parce que visiblement, ça intéresse du monde. Ouais. Par contre, les monnaies numériques... Et on peut se le dire entre nous, l'ensemble de l'échafaudage, justement, politico-anarchiste qui est construit est quand même très, très fumeux. Hein. Moi, je suis rentré dedans, j'ai soulevé pas mal de capots. C'est fumeux, c'est-à-dire ça obéit à des... C'est-à-dire que je veux bien qu'on supprime les banques, mais je ne sais pas qui prend du risque à ce moment-là. C'est-à-dire qui me permet d'acheter un appart, quoi, une fois qu'il n'y a plus de banque. Oui. Ouais. Vous demandez à la communauté. C'est la réponse, c'est vous demandez à la communauté. Exactement. C'est l'initiative privée, la libre entreprise et l'application d'un concept théorique sur la concurrence entre les biens, mais entre les monnaies, qui a été théorisé en gros depuis 60-70 ans et qui là se traduit avec la technologie, quoi. Ouais. Mais il y a des fondements théoriques, quand même. Oui, mais... Mais bon, oui, c'est la communauté. Ouais. Et donc, on y va sur les monnaies digitales de banque centrale, alors qui, pour vous, sont radicalement autre chose et qui répondent à quel objectif ? L'objectif, justement, de fournir des moyens de paiement qui permettent de faire du paiement à personne, de personne à personne via du mobile ou via des portefeuilles électroniques, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, par exemple, avec la carte de paiement. Donc, ça permet de faire autre chose que le simple billet ou la carte de paiement. Ouais, mais ça, enfin, oui. Mes enfants le font aujourd'hui avec Lydia, quoi, par exemple. Formidable Cyril Chiche, rendons-lui hommage encore une fois. C'est-à-dire, vous avez besoin de bâtir une architecture, parce que ça a l'air assez complexe, mais c'est une question que je vous poserai ensuite, de bâtir une architecture radicalement nouvelle pour permettre des transferts rapides Je pense que dans nos pays, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire dans les économies occidentales de type Europe, États-Unis, on n'en voit pas le besoin parce qu'on a très bien des cartes. Enfin, on a le paiement sur mobile, on a les cartes de paiement qui marchent très bien. Les Chinois, ils ont Alipay qui se développe aussi très très largement. Exactement, mais eux sont confrontés à une problématique qui est qu'ils ne tiennent pas le marché, en fait. Les acteurs qui portent les paiements sont des grandes compagnies qui sont non régulées par le système financier et les Chinois, ça... Ils veulent pas. Ils veulent avoir une mainmise sur l'ensemble du système financier, ce qui n'est pas notre cas. Donc, contrôler les capitaux, il me faut offrir un système qui me permet de suivre les transactions. Et chez eux, en fait, le projet de monnaie numérique de banque centrale, c'est ça. C'est la banque centrale qui émet, qui construit les infrastructures, et les banques ou les grandes compagnies, les big tech, qui distribuent le système. Donc c'est une façon pour eux de reprendre contrôle en fait, sur le marché des acteurs, quoi. Donc, parce qu'effectivement, Alipay, dont on nous dit, mais on fait confiance à tous ceux qui racontent ça, dont on nous dit qu'il est utilisé maintenant même sur n'importe quel marché du coin par les vendeurs de poissons, c'est effectivement Alibaba, c'est Jack Ma, on sait ce qui s'est passé. Exactement. Et vous avez raison, au moment de l'introduction en bourse, Dawn Financial, qui était la filiale paiement, justement, de l'empire Alibaba. Oui, tout à fait. Et donc, pour vous, ça, c'est une trame logique. Ça, c'est la trame logique, oui. Et maintenant qu'ils sont partis, les Chinois, les Américains et les Européens, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils laissent partir les Chinois tout seuls ? Ou ils se disent, bon, c'est la conquête spatiale ou la conquête monétaire, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Est-ce qu'on y va, on n'y va pas ? Et donc, nous, aujourd'hui, Européens, Américains, on ne développe ces monnaies digitales de banque centrale que pour répondre à l'avance potentielle de la Chine. Je pense, oui, en partie, ça va être est-ce que je suis ou pas, évidemment. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent en faire de ce renminbi convertible ? Alors, il y a une innovation, justement, qui change tout dans ce système-là. C'est le lien direct entre le consommateur et l'entreprise et la banque centrale. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ça. Donc, si moi, je veux piloter une politique monétaire individualisée, c'est-à-dire venir à un instant T, aider quelqu'un ou au contraire lui dire je te mets un taux d'intérêt négatif pour que tu dépenses plus vite, c'est le seul canal que j'ai. Et ça, en fait, c'est mis en place par la Chine. Une fois qu'ils développent les standards, les technologies, les États-Unis, l'Europe vont se dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais pas, moi ? David, vous vous rendez compte qu'en tirant ce fil-là, la pelote qui vient, elle est colossale. Elle est colossale. Parce que la pelote qui vient, ça veut dire c'est la banque centrale qui fait de la politique.
Exactement, oui. Ouais. Mais ça, c'est impossible. C'est enfin, je sais bien que depuis 2008, on dit c'est impossible, et puis... mais là, c'est impossible. C'est pour ça que tout le monde se regarde en chien de faïence. L'Europe, Christine Lagarde, en mars, elle dit bon, bah, on réfléchit peut-être 2024-2025, mais le pavé est tellement énorme qu'on ne mesure pas les conséquences économiques et bancaires et monétaires de l'introduction de cette monnaie numérique de banque centrale. Ça peut déstabiliser tout le système bancaire. Tout, parce que si je détiens de la monnaie numérique de banque centrale, je ne détiens pas nécessairement des dépôts sur les banques. Si je réduis en fait les dépôts dans les banques font moins de commissions sur les paiements, ça renchérit le coût de la collecte des dépôts, c'est-à-dire quand mon salaire est versé, mais bien sûr, il faut attirer les capitaux, donc elles vont se battre, donc ça déstabilise tout le système, donc ça modifie la fonction de paiement et la fonction d'intermédiation financière, c'est tout le système qui est en question. Et donc tout le monde se dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Oui, mais alors... on va y aller. Mais je reviens sur ma question. Les Chinois, ils font leur truc en Chine. Ouais. Ils ont une monnaie qui n'est pas convertible. Ils ont un système qui est très particulier. Oui. Même si eux, effectivement, arrivent à ce pilotage très fin de leur politique monétaire, incroyable, c'est pas pour ça que ça va déborder sur les continents européens et américains. Ça va pas déborder sur nos propres systèmes monétaires et financiers. Ça peut. C'est-à-dire que si les Chinois, s'il y a des entreprises chinoises qui ont des filiales européennes et que les Chinois imposent d'utiliser ce type de système pour faire des transactions avec des entreprises chinoises, on sera obligé en fait d'utiliser la monnaie numérique de banque centrale. Ça peut être pour des étudiants chinois, ça peut être pour tous les étudiants chinois ou tous les touristes chinois à l'extérieur de Chine qui veulent faire des transactions sur des sites de commerce chinois, ça peut déborder. Et donc, ça peut d'autant plus déborder qu'ils sont en train de mettre en place les technologies. Qu'est-ce que vont faire les banques centrales en Afrique ou quand il y a très peu d'inclusion financière ? On connaît les relations entre l'Afrique et la Chine maintenant. Donc, ils peuvent à tout moment en fait fournir leur technologie et dire je vous mets sur la table en fait les technologies, utilisez-les et puis avec le soutien de. C'est moi qui ai le contrôle. Et puis en partie ça peut être la Chine qui a le contrôle. C'est moi qui ai le contrôle. Bien sûr. Ouais. Donc c'est formidable en fait. Ah, c'est au sens premier. Ah oui, c'est formidable. C'est-à-dire que ça fait un peu peur. Voilà. Ça fait un peu peur. Ouais. Voilà, ça fait un peu peur. Mais alors, effectivement, chez nous en Europe, il y a cette fameuse. Vous avez entendu parler de ça, puis nous-mêmes on en parle régulièrement. Vous l'appelez théorie monétaire moderne, vous l'appelez hélicoptère monnaie, vous l'appelez comme vous voudrez. L'idée effectivement qu'aujourd'hui, la politique monétaire très accommodante des banques centrales a un certain nombre d'effets fortement négatifs, notamment dans le creusement des inégalités. Globalement, voilà, ça gonfle les prix des actifs les plus intéressants. Exactement. C'est un peu l'argent qui va à l'argent, ça gonfle le prix des actifs pour les actions, ça gonfle le prix de l'immobilier. Ouais. Ce que vous décrivez comme système permet de continuer à avoir cette politique monétaire très accommodante, mais alors en allant cibler directement les comptes bancaires qui en ont besoin. C'est tout le pari, oui. Mais à l'inverse, ça peut avoir des effets positifs, c'est-à-dire je suis individuellement les entreprises et avec des contrats, ce qu'on appelle des contrats automatisés, c'est-à-dire les smart contracts, c'est-à-dire j'exécute le contrat quand les conditions sont remplies, donc je peux venir en aide ciblée à des entreprises qui en ont besoin, par exemple le Covid maintenant, ou dans quelques années. Les particuliers, c'est pareil, mais à l'inverse, quand j'ai trop épargné et que j'ai un lien direct avec la Banque centrale, du jour au lendemain, la Banque centrale peut dire je mets un taux d'intérêt négatif. C'est-à-dire ce qu'elle fait déjà quand même par l'intermédiaire de la banque. Oui. Et la banque, pour l'instant, n'ose pas encore, parce qu'il y a de la concurrence quand même, quoi qu'on en dise, répercuter ce taux d'intérêt négatif sur ses clients. En tout cas, pas en France. Voilà, ça existe sur des très très gros dépôts dans un certain nombre de pays européens, mais en tout cas pas en France. Mais c'est pas possible de faire des taux d'intérêt négatifs. Pourquoi ? Parce qu'il existe le biais de banque. C'est-à-dire que s'il y a des taux d'intérêt négatifs sur les dépôts, tout le monde va dire je détiens des pièces et des billets. Alors oui et non, David. C'est pas quand même 200 000 euros à la maison, c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Ouais. Donc je peux. Il y a encore ça, quoi. Et donc, effectivement, l'un des pans vers lequel on va, en tout cas, si on suit cette logique-là, qui est absolument passionnante, c'est la disparition totale de la monnaie papier. Exactement. Ouais. Exactement.
Donc ça, effectivement, ça fait longtemps que ça traîne. Et on le voit dans les chiffres. Hein. Sans que ce soit plus ou moins le cas en Suède aujourd'hui. Suède, voilà. oui, mais même en Europe, Hollande, Suède c'est en Europe, mais Hollande, Finlande, etc. Même en France, on Les voit... Allemands, ils sont très cash. Ouais, ils sont très cash, les Autrichiens. Il a fallu se etc. battre pour faire disparaître le billet de, c'était combien, 200 ou 500 euros 500 euros. C'est le pour ça Ben Laden, il l'appelait. C'est pour ça que la monnaie numérique des banques centrales, elle n'est pas née encore en Europe. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il va y avoir la position allemande, la position française, la position Non, mais anglaise. David, comment est-ce que vous organisez, parce que tout ce que vous venez de décrire, ce sont des choix politiques profonds de redistribution. Exactement. D'accord, voilà. Exactement. De soutien à certains, pas à d'autres, etc. C'est pas possible de faire ça à l'échelle de la zone euro. Pourquoi? Si, tout à Parce fait. qu'on n'a pas tous... on est encore un petit nombre, mais on a encore un certain nombre à voter Oui, pour des élus qui appliquent des programmes politiques, Oui. pas pour la Banque Centrale Européenne. oui. Oui, c'est vrai. Donc, pour l'instant, elle n'a pas de... Oui, Non, mais- c'est un détail. Non. C'est-à-dire, pour l'instant, la politique monétaire, c'est quand même dans la main de la Banque centrale, quoi. Mais la politique monétaire, mais on le voit bien avec ce qui se passe, la politique monétaire rachète les dettes Oui. et permet aux États légitimement élus de mener la politique économique qu'ils entendent mener. Exactement. Toute liberté. Exactement, oui. Bon, voilà. Pour l'instant, c'est vrai. Pour l'instant, c'est ça. C'est ça. Mais ce développement de monnaie numérique amène pour vous forcément à une réflexion là-dessus. Une réflexion sur la répartition des pouvoirs entre le pouvoir, la politique publique, les dépenses publiques, et puis la politique monétaire, nécessairement. En termes d'infrastructure technologique, c'est quelque chose de très complexe à mettre en place? Non, c'est pas très complexe. En fait, on a le choix. Donc, les Chinois ont fait le choix de pas s'orienter sur ce qu'on appelle des registres distribués de type blockchain. Donc, c'est pas de la blockchain. C'est pas de la blockchain, non. D'accord. Non. Donc, ils ont fait le choix de ne pas s'appuyer sur la blockchain. Et ensuite, il y a d'autres systèmes où on développe, de la blockchain, mais qui n'est pas très adapté, en tout cas, pour ce type d'usage très étendu, quoi. Massif, c'est ça. Massif, ouais. Parce que trop de calculs, trop de trop de- consommation d'énergie, trop de... Voilà, c'est ça. Exactement. Ça reste très, très hyper sécurisé comme système, Ouais. mais très, très lourd à gérer. Oui, pas du voilà, tout c'est ça. adapté pour les transactions. Ouais. C'est pour ça que si on revient au tout début de la discussion, je ne le vois pas comme un concurrent. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne voient pas ces cryptoactifs de type Bitcoin comme des concurrents des monnaies numériques de banque centrale, voire des projets de plateforme avec des registres distribués de type... Oui, parce qu'on s'est rendu compte d'ailleurs au moment de ces différents cracks, certains d'ailleurs pour leur malheur, que la fameuse instantanéité promise autour du Bitcoin, on en est très, très, très loin. Ah oui, on est loin. Voilà, c'est ça. Oui, tout à Et fait. si tu achètes ta baguette de pain avec du Bitcoin, alors oui, ça peut se faire très vite parce que tu auras des plateformes qui prendront le risque pour toi. Mais la validation ultime de la transaction, c'est prend du plusieurs temps. heures, voire plusieurs jours. C'est Exactement, ça, hein, le truc. exactement, Voilà. exactement. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout adapté à des grands systèmes pour faire des transactions. Votre sentiment, David, il nous reste 2 minutes. C'est Ouais. il faut se bouger quand même parce que ce que vous avez décrit sur la façon dont les Chinois pourraient tranquillement prendre le contrôle, on va dire, de la finance africaine en attendant. Oui, voilà. ou asiatique. C'est une réelle menace intéressante ou alors on a le temps devant nous pour réfléchir, pour mener ces discussions comme... Non, je pense qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. 2025, ça arrive très vite. Les Chinois promettent pour 2022. Je pense que ça va arriver rapidement. Et l'inclusion financière, c'est vraiment un des soucis du développement économique de l'Afrique, de l'Asie, etc. Oui, c'est vrai. Donc si nous, en fait, on ne prend pas garde et qu'on n'accompagne pas et que même on se désengage de ces économies-là, c'est dramatique, en fait, pour le... Non, pour le développement et en économique. plus, quand vous réfléchissez en termes de politique publique, tout ce qui pose en fait problème en économie politique, ce sont les effets de bord. Oui. Si vous avez un pilotage ultra fin rendu possible par Oui. ces dispositifs, Et ça sera le cas probablement aux États-Unis, avec la Fed qui est quand même beaucoup plus liée en termes de politique économique et de type politique monétaire. Donc il va falloir vraiment réfléchir très vite au positionnement européen. vous avez écrit un bouquin là-dessus, David? Non, on écrit des articles. Ben, il faut le faire. Je le lirai avec plaisir. Non. Voilà, tout ça est très intéressant. David Bouni, donc avec nous, responsable département SES de Télécom Paris.
On continue, les amis, on continue. Donc, la question de la famille. Marine de Sandre avec nous. Bonjour Marine. Bonjour Stéphane. Fondatrice donc de maplaceencrèche.com. J'adore ces noms, Marine, je le dis à chaque fois. Voilà, c'est clair, c'est simple. Cofondatrice. Cofondatrice de maplaceencrèche.com. Faut pas se gourer en l'écrivant, quoi. C'est le seul truc. Il y a les deux E, là, ma place en crèche. Oui. Et vous avez dit, je fais pas de compromis avec ça, parce que c'est vrai que vous auriez pu supprimer un des deux E. Non, ça a toujours été comme ça. Ouais, et finalement, ça se passe bien. Mais oui, non, mais vous avez raison. Mais je pense que aujourd'hui, vous avez fondé ça en 2010. Exactement. C'était, voilà, avant, on va dire, la grande vague entrepreneuriale. Je pense qu'aujourd'hui, les gars auraient peut-être supprimé un des deux, ce qui aurait peut-être été une erreur. C'est pas le projet. 36 salariés, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Oui. Ben, on aimerait bien en être là, nous aussi. C'est un peu le but. Ça arrivera, c'est bien, hein, ça arrivera. 15 millions d'euros, 36 salariés, c'est bien, c'est un bel équilibre. Oui, alors là, on est plus à une quarantaine de salariés, mais bon. Et donc, c'est grâce à vous que j'ai ce chiffre, je ne l'ai pas vérifié, mais je vous fais toute confiance. 89% des salariés ont des responsabilités familiales. Tout à fait. Ça vient de l'Observatoire de la parentalité qui lance beaucoup d'études sur la parentalité. Et c'est vrai que moi-même, j'imaginais pas que c'était autant. Donc ça concerne vraiment toutes les entreprises, toutes les tailles d'entreprises. Et quand vous dites responsabilité familiale, on parle des enfants, bien sûr, on ne parle pas des parents, de ceux qui... Ah si, alors quand on parle de responsabilité familiale, c'est parents avec un grand P. Donc on ne compte pas dedans juste les enfants de 0-3 ans. Donc ça concerne tous les enfants. Et ça concerne aussi les parents, les grands-parents. Voilà, dans ce chiffre des 89%, c'est le côté familial. Est-ce que, Marine, les confinements ont changé la donne? C'est-à-dire, vous étiez vous-même crèche, et aujourd'hui, j'entends des DRH, moi, me dire, à partir du moment où les gens travaillent chez eux, leur foyer devient un environnement de travail, et donc... Tout à fait. Intéresse l'entreprise. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, toute la problématique de garde d'enfants, d'accueil d'enfants, ça a toujours existé. Hein, et nous, on existe depuis 10 ans, vous l'avez dit. Donc, on avait déjà un service. Alors, c'est pas que de la crèche, hein, nous, c'est de l'accompagnement de la parentalité. Donc, ça passe par la crèche, donc pour les enfants de 0 à 3 ans. Mais crèche d'entreprise. Oui, crèche d'entreprise. C'est ça. Mais c'est pas le système Babylou, quoi. Nous, on travaille avec des gestionnaires de crèche. Voilà. D'accord. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'il y a 10 ans, on a disrupté la crèche d'entreprise. Donc, mon mari était chez un gestionnaire de crèche et il a bien vu que la crèche au bureau, pour les groupes du 440, c'était pas pour tout le monde. Et donc, en voyant des parents qui demandaient une place en crèche comme ça d'entreprise, il s'est mis à proposer une place en crèche aussi à des TPE à toute taille d'entreprise. Et voilà, c'est comme ça qu'on a créé finalement ma place en crèche au début. Et comme ça, on arrive à mutualiser un petit peu les choses. Exactement. C'est ça, Exactement. On a créé ce qu'on appelle une offre de réseau, et après, les grands gestionnaires de crèche ont suivi. Une offre de réseau, autrement dit une plateforme. Voilà. Pas vraiment une plateforme, c'est assez réducteur, hein, parce que nous, on est vraiment dans le service haut de gamme, donc on a vraiment des collaborateurs qui sont au téléphone avec les parents. Plateforme, c'est digital, c'est les emails, donc nous, il y a quand même beaucoup de services. Oui, mais offre de réseau, mais c'est ça qui est intéressant. Non, mais c'est sur ce terme d'offre de réseau. Tout à fait. Alors, j'ai pas répondu à votre question. Non, vous n'avez pas répondu à ma question, mais vous avez vendu votre boîte, ce qui est le cas de tous les entrepreneurs de France et de Navarre qui viennent à ce micro. Voilà, je voulais juste rectifier que c'était pas que la crèche, parce que c'est important. Aujourd'hui, on a 2 marques, donc on a Ma Place en Crèche, mais on a aussi Les Parents Zen. Et ça, c'est une offre vraiment globale pour accompagner la parentalité dans les entreprises. Mais payé par les entreprises, ça aussi? Oui, bien sûr. Oui. Alors, mais c'est quoi accompagner la parentalité? Très, très court. Très court. Eh bien, la parentalité, en fait, c'est 2 choses. C'est la gestion du quotidien, donc les modes d'accueil, dont la crèche fait partie. Et après, il y a d'autres modes de garde. Et le reste, c'est tout ce qui est la fameuse charge mentale. Voilà. Et c'est vrai que les parents, vous l'avez dit, ils jonglent entre leur vie au bureau, leur vie de parents. Et on a vu avec le confinement que ça avait vraiment tout chamboulé. Parce que déjà, pendant le premier confinement, l'économie s'est arrêtée. Hein, parce que les parents, comme vous l'avez dit... Mais on ne va pas refaire le... Non, on fait pas le truc. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est est-ce qu'il y a une réponse simple, en fait? Pour les entreprises? Non, je pense plus aux salariés. D'accord. C'est-à-dire, en gros, cette fameuse phrase que j'ai vue fleurir et que je trouve très intéressante, c'est quand vous travaillez à la maison, vous n'êtes pas à la maison en fait. Ouais. Il faut une rupture totale. Est-ce que ça s'organise et est-ce que effectivement vous êtes d'accord? C'est la solution. Alors, en parlant de télétravail, moi j'ai un point de vue sur la gestion des enfants.
Donc c'est sûr que si on veut bien travailler, il faut avoir, pour les enfants en bas âge, il faut qu'ils aient un mode d'accueil qui ne soit pas à la maison. Parce que c'est vrai que quand on est en garde partagée et qu'on a l'enfant pas loin, même quand il est un peu plus grand, on est constamment sollicité. C'est plus fort qu'eux. Ça ne change rien, en fait, à la problématique de garde d'enfants. C'est ça qu'il faut dire. Oui, donc la solution, c'est vraiment la crèche à côté de chez soi. Donc c'est ce qu'il y a. Voilà. Et les dirigeants de boîte, les DRH, ont bien vu, ça s'est inversé. Donc, pour répondre à votre question, ces problématiques existaient déjà avant. Il y avait pas mal de boîtes de toute taille qui avaient déjà pris conscience de ça et qui offraient des services pour leurs collaborateurs pour gérer la parentalité. Mais ça s'est accentué parce qu'ils se sont aperçus que finalement, les gens, il y en a plein qui étaient à l'arrêt, qui ne pouvaient pas travailler. Et puis on rentre dans le foyer, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est devenu une obligation. C'est devenu une obligation et... Donc voilà, il y a eu une vraie prise de conscience et même les patrons, je dirais un peu à l'ancienne, se sont dit, ok, voilà, on n'a pas le choix. Mais c'est comme le télétravail en général. Hein. On était plein, même nous-mêmes, à se dire, bon, le télétravail, ok, mais chez nous, peut-être un jour par-ci, un jour par-là. Et là, on est en train de se dire, non, en fait... D'accord, Marine, mais c'est là où on arrive sur une ligne de crête quand même. Ouais. Et on est d'accord, c'est-à-dire que effectivement, l'entreprise peut être légitime à essayer... en fait, de mettre mes enfants ailleurs, on va le dire comme ça. Après, il ne faut pas non plus qu'elles rentrent dans l'éducation directement. Ah non. Là, on parle des plus jeunes enfants. Oui, mais la charge mentale, on n'est pas si... Enfin... Oui. Voilà. Oui, après, il y a des solutions. Alors, nous, qu'est-ce qu'on offre ? Voilà. Qu'est-ce que peuvent proposer comme service ? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme service aux entreprises ? Donc, il y a tout ce qui est coaching des managers, il y a des conférences, des ateliers pour les parents quand ils sont enceintes, les femmes enceintes, jusqu'à reprise du boulot. On a aussi des ateliers pour les parents pour gérer leurs problématiques avec les adolescents. On a une plateforme pour nos clients, donc à destination de leurs salariés parents, avec du rédactionnel, du contenu en fonction de l'âge de leurs enfants et des activités. Donc on est là vraiment pour leur donner des solutions. Mais ça, c'est payé par les entreprises, on est d'accord ? Tout à fait, c'est un service que l'entreprise paye et met à disposition de ses collaborateurs pour leur permettre d'être concentrés à leur boulot et de ne pas avoir justement ces to-do list qui font qu'on se dit tiens, c'est pas coché, on ne sait pas comment adresser le problème ou de la nounou qu'on doit trouver là de façon temporaire parce qu'on sait que voilà. Mais c'est là où la ligne de crête est quand même très intéressante, c'est-à-dire que effectivement, elle va peut-être de plus en plus payer un certain nombre de services, de prestations pour nous aider à devenir parents, on va le dire comme ça. Enfin, voilà. Mais elle doit pas rentrer dans le contenu, quoi. Elle doit vous faire externaliser ça totalement. C'est ce que j'allais vous dire. C'est évidemment les DRH ne rentrent pas là-dedans. C'est toujours une entreprise qui va gérer ce service comme nous. Et tout est enfin voilà, on ne dévoile pas au DRH l'état de la famille. Enfin, tout reste chez nous. Donc si les parents, je sais pas, sont en train de se séparer ou vont déménager, voilà, nous tout est chez nous. Voilà, on partage pas ce genre d'informations confidentielles. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée, c'est tout ce qui permet aux collaborateurs de mieux travailler. Et il y a des solutions qui sont pas coûteuses. Hein. Enfin, parce que dedans, vous mettez aussi tout ce qui est question de flexibilité au travail. Donc les histoires de pas organiser une réunion avant 9h ou pas après 17h, ça peut paraître débile, mais il y a encore des managers qui ne peuvent pas s'empêcher. Ce qui là, pour le coup, peut un petit peu changer avec le télétravail, justement. Il y a peut-être des éléments qui sont plus simples. Enfin bon, bref. Non, pas trop, parce qu'en télétravail, vous avez aussi des réunions à caser. Donc, ça nous éloigne un petit peu du sujet. Est-ce que tous les collaborateurs, je ne sais pas, vous disiez formation des managers, comment ça se passe ? L'offre, elle doit être volontaire. Ah oui, évidemment, voilà, ils s'inscrivent. C'est l'entreprise qui propose, qui propose via des newsletters, via un site qu'on leur crée où il y a les différentes dates de formation. Vous n'avez pas encore eu le truc, après des semaines de télétravail, le DRH qui se rend compte que ça hurle quand même très très fort assez régulièrement dans cette maison-là et qui
va essayer de susciter de la part du collaborateur l'idée qu'il aille vous voir, que dans ce sens-là. Vous voyez dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là, des questions qui peuvent être un peu dérangeantes. Non, mais c'est sûr qu'on a. Il se gratte la tête en ce moment. Enfin, vous le savez très bien. Hein. Bien sûr. C'est un sacré sujet. Ouais, non, il y a pas mal de choses. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé. On avait échangé juste avant par email. On a le gouvernement qui s'en mêle aussi. Donc, il y a un label qui vient d'être lancé, qui n'est pas encore connu parce que le gouvernement va communiquer dessus, qui s'appelle Family Friendly Company. Voilà. Et donc, c'est toutes les entreprises. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que ce truc Donc, c'est le ministère d'Adrien Taquet. Vous avez dû entendre parler. Adrien Taquet. Ouais, le ministère des Solidarités. Alors, lui, il n'est pas ministre, pardon. Il est secrétaire d'État. Secrétaire d'État, mais c'est son ministère, voilà, des Solidarités et Santé, qui a commandé un rapport qui s'appelle les 1000 jours, qui a été publié. Mais là, c'est pour les tout petits, alors. Alors, ce rapport a mis en exergue... Les 1000 premiers jours, effectivement. La fameuse période des 0-3 ans qui était très importante pour que les deux parents soient présents auprès de l'enfant le plus possible, soient investis. Et donc, le step d'après, ils se sont dit, comment on fait pour que cette parentalité, ça passe par l'entreprise, finalement, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre des vies, donc entre la vie privée et la vie, évidemment, professionnelle. Et donc, le gouvernement prend les choses avec des parents qui sont quand même très souvent pas dans la même entreprise. Voilà, exactement. Et donc, le gouvernement a lancé ce label. Donc, pour l'instant, il y a des entreprises pilotes. Il y a Danone, Doctolib, donc qui testent ce label en interne avec leurs collaborateurs. Donc, il y a une partie d'audit et il y a une partie qui va être avec un questionnaire, un label que les entreprises pourront avoir, voilà, pour mettre en avant les entreprises qui sont justement avant-gardistes sur ce sujet de la parentalité. On est devant une lame de fond, Marine. Moi, je trouve ça... Ça ne va aller qu'à monter en puissance. J'en sais rien, j'ai pas d'avis. Non, parce que... Je suis vieux, moi, donc ça m'inquiète un peu, mais... Non, mais Stéphane, il n'y a pas de plancher ni de plafond. Enfin, chaque mesure faite... Oui, vous avez raison. Il faut être pragmatique. Et bien. Enfin, voilà, on peut pas... Et puis, on le fait en fonction de ce qu'on peut, en fonction de sa société. Donc, l'idée, c'est justement de... Non, parce que vous voyez, Marine, on n'a plus le temps, mais très vite, mais vous commencez par faire des labels et puis ça se transforme parfois en obligation. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, ça peut être la limite. Nouvelle charge pour les entreprises, quoi. Voilà. Oui. Ça, on est d'accord. Hein. Bon, Marine, merci pour cette discussion. Je vous en prie. Ma place en crèche et plus, si affinité. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Marine Descendre avec nous sur Bismarck. Tiens, tenez, vous bougez pas, parce que petite rediffusion d'un autre sujet aussi absolument passionnant, au cœur aussi des démarches d'entreprise, c'est l'orthographe. Vous allez voir ça tout de suite avec un entrepreneur formidable. On repart, les amis, et on repart donc avec Arthur Ollier. L'orthographe à tout capital, j'ai titré ça, Arthur. Parce que vous racontez, c'est un vrai truc ou c'est pas vrai? Vous racontez réunion commerciale? Ah oui. Si. Alors, allez-y. Alors, ma précédente société que j'ai montée, qui était une solution de prospection, j'étais en rendez-vous avec un client et une dizaine de personnes, et on se demandait pourquoi un des commerciaux avait des performances beaucoup moins bonnes que ses collaborateurs. Et en regardant les emails qu'il a envoyés, on se rendait compte qu'ils étaient truffés de fautes d'orthographe. Donc là, on était un peu gênés, on a fini par comprendre, et c'est ce jour-là que ça m'a fait tilt et que je me suis dit, les fautes d'orthographe sont au cœur de la performance des entreprises. Et c'est pour ça que j'ai monté Merci App. L'orthographe aujourd'hui, là, dans notre monde du 21e siècle, tout ça, Elon Musk, machin, l'orthographe est au cœur de la performance des entreprises. Ouais. Le mot qui revient de la bouche de tous nos clients, c'est la perte de crédibilité. Et quand on perd en crédibilité à tous les niveaux, que ce soit les commerciaux qui font moins de chiffre d'affaires, le support client qui a une performance en termes de satisfaction, NPS, etc., qui est moins bonne, les RH qui arrivent à moins capitaliser sur des nouveaux talents, les managers, les dirigeants d'entreprise qui doivent lever des fonds, trouver des prêts, convaincre en interne. Quand on fait des fautes... Les managers, Mais ça arrive de faire des fautes. 78%... En anglais, s'ils lèvent des fonds, de toute façon. Non, il y a beaucoup de fonds en France, c'est faux. Et 78% des actifs estiment faire des fautes d'orthographe régulièrement. Ouais.
Et ça a un impact direct sur leur crédibilité. Et donc ça veut dire que les 22% qui pensent qu'ils en font pas, c'est qu'ils... Ils en font encore plus que les autres, mais ils ne le voient pas. C'est qu'ils n'ont pas encore mis Word, c'est qu'ils ne travaillent pas sous Word. Alors, on va y aller. Donc, vous avez fait, donc, merci. Alors, vous êtes, comme on dit, serial entrepreneur, Arthur. C'est-à-dire... J'ai monté plusieurs sociétés, oui. Combien ? Oui, 2 en tout. Là, c'est la 3e. Là, c'est la 3e. Enfin, vous n'êtes pas vieux, en plus. Enfin, je sais pas... C'est la 30aine. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Bah, c'est quelque chose qui est en moi depuis le début. J'ai fait mes études en école de commerce. En école de commerce, à la 3e année, j'ai monté ma première boîte. Je l'ai revendue à la 5e année. J'ai adoré ça et je ne me voyais pas faire autrement. C'est dans mes gènes, dans mon ADN. Mais quand vous faites... ça m'a bien fait marrer d'ailleurs, Datananas. C'est des noms qu'on ferait plus, ça, j'ai l'impression, aujourd'hui. Il y avait une époque où les startups étaient un peu plus rigolotes, quand même. Oui, c'était un peu plus folklore. C'était 2014. Voilà. On se prenait moins la tête sur les anglicismes dans les noms, l'international. Voilà, et donc, alors logiciel de prospection B2B, ça m'intéresse énormément, moi. Enfin, j'ai un slogan, moi, c'est « Vive les vendeurs ». Mais elle marche bien, cette entreprise. Très bien. Mais alors, pourquoi est-ce que vous la revendez pour faire autre chose ? Parce qu'il y a un moment, ça vous ennuie, en fait. Il y a un moment, la gestion... Non, mais c'était tout un cheminement. On a connu une société qui s'appelle Sarbacane qui a décidé de racheter Datananas. On a eu un coup de foot professionnel avec Mathieu Ternus, qui est le PDG de Sarbacane. Et en fait, nos activités étant très complémentaires, ils ont décidé de racheter Datananas. On a fait une super transition. Et Mathieu est d'ailleurs au board de MerciApp. Donc, tout se continue au fur et à mesure et on garde des liens très forts. Et ça confirme ce que, enfin, maintenant, j'ai une certaine expérience des entrepreneurs, à quelques exceptions près, oui, d'accord, on en trouve toujours, mais à quelques exceptions près, un entrepreneur qui rentre dans un grand groupe, une fois, comme vous dites, la transition faite, il ne peut pas rester. Quand c'est dans notre ADN, je pense que c'est très compliqué de rester. Ouais. On a toujours une idée qui traîne, on a toujours envie de repartir au charbon de l'entrepreneuriat, et ça a été mon cas, oui. Et alors encore un truc comme ça, ne vous inquiétez pas, on va parler de MerciApp, mais une idée qui traîne. Est-ce que c'est Augustin Paluel-Marmont, le fondateur de Michel et Augustin, qui me racontait qu'il se baladait avec un petit carnet et qui notait tous les problèmes de la vie quotidienne. Et que derrière, il disait, il y a une entreprise. Oui, j'en suis pas là, mais c'est vrai qu'au quotidien, nos cerveaux sont en ébullition permanente. Et en fait, on a cette chance, c'est de se dire qu'on arrive maintenant à faire passer d'une idée à une vraie entreprise. Quand on l'a fait une fois ou deux fois, en fait, c'est tellement beaucoup plus simple, on a tellement appris que quand on a une nouvelle idée, on ne peut pas s'empêcher de se dire « mais en fait, en 6 mois, je pourrais déjà faire ça, quoi ». Et donc, on repart au charbon. Donc, alors, pas trop, parce qu'on ne peut pas en monter 15 non plus, ce n'est pas notre métier. On doit bien les faire développer et les maintenir. Mais c'est vrai que c'est permanent. Alors, pourquoi ce cheminement ? Parce que je suis très surpris qu'un entrepreneur aguerri s'attaque, parce que, donc, une application pour corriger l'orthographe, mais enfin, Word fait ça très bien. Très bien. On écrit tous sous Word aujourd'hui. Ou Outlook, mais c'est la même technologie, c'est Microsoft qui est derrière, ou Gmail, oui. Pourquoi faire ça ? Notre mission, c'est d'aider les 300 millions de francophones à ne plus faire de fautes d'orthographe, à écrire avec plus de style et plus rapidement. Quand on met un texte, que ce soit donc dans Word ou dans MerciApp, on se rend compte que MerciApp trouve 3,2 fois plus de fautes que Word. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont basés uniquement sur de l'intelligence artificielle, ce qui est bien, et ça marche, et on en fait aussi, mais pas que. Donc, on a de meilleures performances et on trouve plus de fautes. Donc, quand on écrit dans Outlook ou dans Word, les collaborateurs continuent de faire des fautes d'orthographe et perdent en crédibilité. C'est pour ça qu'ils installent MerciApp et qu'on est en forte croissance aujourd'hui. Attends, j'ai demandé à la parce qu'ils nous ont envoyé là une petite vidéo, donc... Paul a défini un programme qui a retenu l'intention du jury, l'intention évidemment pas l'attention. Ça, Word par exemple, le corrigera pas. Non. C'est ça. Attention et intention. Ouais. Ah ouais, très très bon exemple. Les pléonasmes, les paronymes. Il défendra son projet original et aura peut-être, là c'est un petit tiret, bon c'est pas très grave ça. Oui, c'est gentil, mais... Ouais, c'est gentil. Hein, l'opportunité de pouvoir accéder à la... L'opportunité de pouvoir, c'est un pléonasme. Ouais. Donc, en fait, et aura peut-être l'opportunité d'accéder. Exactement. Donc, nous, on propose ça. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Attends, j'adore. Qui aura lieu mercredi 17 novembre. C'est quoi le problème avec mercredi 17 novembre ? C'est mardi 17 novembre, c'est des fautes. Et ça, MerciApp va le corriger. Oui, bien sûr. Au sein SAIN, bon ça, ok, d'accord. Et Paul était d'ailleurs très content de nous avoir vus, là, accord grammatical basique aussi, mardi dernier.
basique pour certains. Oui, mais on fait de plus en plus de fautes au quotidien. Les nouvelles générations cette en font de faute-là plus en aussi. plus. Non, mais ça, on va en parler, mais cette faute-là aussi, Word la corrige. Nous avoir vu l'accord de participe passé. Pas toujours. À voir. Pas toutes. Non, pas toutes. Et alors, pourquoi vous y arrivez quand eux, ils n'y arrivent pas? Parce que j'ai la chance de m'être associé avec des professionnels de l'écrit qui font ça depuis les années 90. J'étais pas encore né qu'ils avaient monté leur boîte. Et donc depuis 30 ans, ces passionnés, donc, qui sont mes associés actuellement, ont passé avec une équipe de 10 ingénieurs et linguistes 30 ans à mettre en place des moteurs de correction d'orthographe, de grammaire, et c'est la grammaire dont il est question principalement en français, c'est le plus complexe, de typographie et de style. Donc, de style, c'est le fameux exemple qu'on vient d'avoir où j'ai acheté un petit coffret, on ne dit pas un petit coffret, c'est soit un coffret, soit un coffre, ou un petit coffre. Tous ces pléonasmes-là du quotidien, on permet de les éliminer et d'avoir une expression écrite qui est limpide. Et est-ce que vous devez vous amuser à ça, à passer Balzac ou Flaubert dans Merci App? On l'a pas fait, non. Ah, il faut le faire, ça doit être sympathique. Mais on a des maisons d'édition qui sont clientes chez nous, Flammarion, Gallimard, etc., qui utilisent notre technologie. Ils ne sont pas clients de Merci App directement, mais ils utilisent notre technologie. En marque blanche, alors? En marque blanche, exactement. On a beaucoup de grands journaux quotidiens qui le sont également. Parce que nos moteurs sont vraiment extrêmement puissants. C'est pour ça qu'on arrive à faire aujourd'hui mieux que ce qui existe dans Outlook et que les entreprises décident massivement de s'équiper. Il y a aussi Reverso qui est sur votre il y a aussi Reverso, domaine d'excellence avec le formidable Théo Offenberg mais qui est comme vous. Il y a une passion quand même, non, autour de... À la base, oui. On ne peut pas faire ce métier sans être passionné par la langue. Moi, je me suis pris de passion pour ça depuis maintenant 1 an et demi, que je suis dans le dur et que j'apprends au quotidien. C'est passionnant. Je ne sais pas ce qu'était un paronyme, je ne sais pas ce qu'était un homophone. Je ne sais pas ce que c'est. Un homophone, c'est son... Non, un paronyme. Le paronyme, je ne sais plus. En revanche, l'homophone, c'est un mot qui se prononce quasiment pareil. Par exemple, le bracelet qui a été enfui dans le sable. C'est ça. Au lieu de enfoui. Ou l'attention ou l'intention, tout à l'heure, de ton exemple. Ce sont des mots qui sont très proches à l'oral, mais qui ont une différence avec homophone ou paronyme. Et paronyme, je le trouverai pour la prochaine fois. Ça doit être des paronymes, ça doit être des significations. Bon, on regarde. Demain, je vous dis ce que c'est. La prochaine fois, on ne va pas attendre la prochaine fois. Hein. Demain, je vous dis. Ça se dégrade, enfin... En fait, tu sais, cette fameuse phrase-là, je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs, la science des imbéciles. L'orthographe, c'est la science des imbéciles. Il y a un peu de vérité là-dedans, quand même. Il y a un peu de vérité, mais en fait, c'est discriminant, je trouve, de le formuler comme ça. On fait de plus en plus de fautes et les nouvelles générations en font de plus en plus. Et est-ce qu'on ne va pas apprendre à vivre avec, d'une certaine manière Ça dépend à quel point. En fait, il y a des petites fautes qui peuvent passer, mais en fait, quand le gap est trop élevé, trop grand, et qu'on comprend de moins en moins ce que la personne veut écrire, c'est très problématique. C'est pour ça que attention et intention, c'est sans doute un très bon exemple, parce que là, c'est le sens qui est transformé en profondeur. Exactement. Alors, d'abord, le modèle économique, qui paye Merci. Alors, on a un modèle qui est 100% gratuit pour les collaborateurs qui en ont besoin à titre personnel. Et s'ils ont des besoins plus avancés, on leur permet d'avoir un modèle payant à 8 € par mois et par collaborateur, dans lequel il y a des fonctionnalités supplémentaires. Mais ça, c'est une offre pour les entreprises. Exactement. Mais je pense aux étudiants là, qui sont en révision, ils vont... qui écrivent leurs mémoires. Ils écrivent, là, ils sont en train de pondre leur page, que leurs parents lisent le soir en se grattant la tête parce qu'ils n'ont pas le droit d'oublier des fautes. C'est gratuit pour eux aussi. On a une offre pour eux, exactement, qui est une offre gratuite et qui est adaptée à leurs besoins. Et l'évolution derrière naturelle vers la traduction, par exemple, c'est quelque chose qui vous intéresse ? La traduction, pas directement. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de vous aider à comprendre le sens de la langue. Et un jour, on vous permettra de dialoguer avec votre téléphone portable. Et votre téléphone portable vous comprendra pour de vrai. Et là, c'est un projet technologique qu'on porte chez Merci App, qui va au-delà de la correction d'orthographe et qui va beaucoup plus loin technologiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend ce que vous essayez d'écrire dans le sens où on vous relit et on vous corrige vos phrases. Demain, on comprendra le sens de ce que vous voulez écrire et donc on permettra un dialogue homme-machine. Et donc là, on rentre dans les dimensions sur lesquelles sont Amazon, Google, etc. Tous les GAFA essayent de craquer ce problème uniquement à partir d'IA.
Sauf que leur IA, elle est forte d'un point de vue mécanique. Donc, ils arrivent à utiliser des super calculateurs. Mais nous pensons que nous avons d'autres armes en plus de l'IA. On n'est pas du tout contre l'IA. Au contraire, c'est un outil formidable qui est un outil technologique. Mais en plus de ça, on a une patte linguistique qui nous permet d'avoir encore d'autres théories à exploiter sur ce challenge de la compréhension du sens de la langue. Ah bah donc à bientôt alors. À bientôt. Arthur Ollier est donc le fondateur de Merci App sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Anthony Bourbon. Salut Anthony. Bonjour. Le char d'assaut Anthony. Ouais mais alors on va en parler Anthony parce que j'ai dit dans le sommaire, je me demande si t'es pas tanké dans une forêt où ton char d'assaut n'arrive plus à avancer. Mais on va en dire un mot. Là tu me sors de nouveaux trucs. Donc j'ai mis l'alimentation fonctionnelle. Exactement. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation fonctionnelle, Anthony? Alors l'objectif de Feed, vous le savez, c'était de faire du repas complet au début. Donc on a commencé par cette verticale très précise de manière à avoir une sorte de légitimité quasi scientifique parce qu'il fallait apporter l'intégralité des besoins. Et ce qu'on a observé au bout de 3 ans, en tenant compte des feedbacks des consommateurs, ce qui est la priorité pour nous, c'est que l'usage était détourné. Donc il y a beaucoup de consommateurs qui prenaient une barre de repas complet, qui la découpaient en deux et qui en mangeaient la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Et du coup, l'usage était plus parfait. Et on s'est dit, autant faire des produits qui sont parfaitement adaptés à des besoins précis. Et on a décidé de faire de Feed l'expert de la nutrition pour tous les moments de la journée. Donc du petit-déj, en passant par la pause de 10 heures, le déjeuner, la barre de protéines pour aller au sport, le soir, ce qu'on appelle l'indulgent food, donc c'est vraiment la food pour se faire plaisir. On a vraiment retravaillé toute la gamme en offrant des fonctionnalités très précises avec des snacks qui vont être à la fois sains, mais aussi fonctionnalité énergie avec de la caféine. Alors, non, mais c'est ça. Alors, dis-moi, tu les connais par cœur? Bah oui, j'espère. On est des professionnels. Puis c'est tes enfants, hein, quand même, hein, qu'on le veuille ou non, hein, dans ces cas-là. Hein. Donc, fonctionnalité, donc la caféine, ok, l'énergie, machin. L'énergie, on va avoir de la barre protéine pour le sport. Là, évidemment, c'est surchargé en protéines. Ça marche. On va avoir de l'immunité avec 1 milliard de probiotiques pour la flore intestinale de manière à aider la digestion, aider aussi quand on passe dans une période où on passe de l'automne à l'hiver, il faut renforcer les défenses immunitaires. On va avoir ça marche. Ça marche, c'est comme l'Actimel à l'époque, quand on prenait de l'Actimel avec des probiotiques, c'est le même principe. Mais j'avais lu que l'Actimel, il fallait en boire un wagon pour que ça... Non, ça fonctionne. Vu la dilution totale ça fonctionne des produits bien que tu parce mets que là, dedans. en plus, tu vas le manger. Donc, à la différence d'un liquide que tu vas boire et qui va directement dans ton ventre, tu le manges, donc tu le digères. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle l'assimilation des nutriments est bien plus forte. Et on est à la frontière entre le complément alimentaire et la nutrition. Et c'est ce qui plaît à toutes les enseignes avec lesquelles on est en train d'avancer et de signer des deals, parce que quand tu as une barre de 40 grammes, tu peux encore plus surcharger que si tu as une petite capsule à avaler où tu mets 1 gramme maximum. Donc il y a un vrai effet qui n'est pas placebo. Donc tu réinventes, parce que c'était Danone, mais Danone époque Ribou, les alicaments. C'est ça. C'est le retour des alicaments, alors. En fait, les gens consomment pour se faire du bien. C'est-à-dire que, évidemment, il faut qu'il y ait du plaisir, il faut que ce soit bon. Et les snacks, les nouveaux, donc qui sont tous orange, sont vraiment meilleurs que ce qu'on avait pu faire avec les repas complets, qui étaient quand même bien compacts, il faut le dire, parce qu'on devait mettre 100% de nos besoins à l'intérieur. Donc là, il y a beaucoup plus de plaisir, mais avec une fonctionnalité précise. Donc c'est plus facile pour nous, au lieu de tout mettre à l'intérieur, de mettre focus protéines, focus immunité, focus concentration, justement, où on va mettre de la L-thénamine, d'une ginseng pour que le cerveau puisse être mieux irrigué, que ça puisse fonctionner. Donc on va vraiment répondre à un besoin spécifique. Idem pour le petit-déj où il y a moins de 3 grammes de sucre par portion et toutes les vitamines nécessaires pour bien commencer la journée. Et comme ça, les gens au moins ont un produit feed parfaitement adapté à tous leurs moments de la journée. Anthony, tu avais le projet de révolutionner notre façon de manger. Et ça n'a pas marché. Ça te fait marrer Ça me fait marrer parce qu'en fait, c'est exactement le fonctionnement d'une start-up et il faut être agile, aller vite, tester. C'est un pivot total. On ne va pas dire l'inverse, c'est-à-dire qu'on conserve le repas complet, hein, on l'a toujours dans notre offre et c'est une grosse part de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont fans pour le midi, pour le soir, donc on n'arrête pas les bars et on n'arrête pas le repas complet. Simplement, on sait et on a observé avec les feedbacks clients que oui, on allait pouvoir faire du beau chiffre d'affaires avec du repas, mais si on voulait devenir un mastodonte et faire vraiment quelque chose de gros, le
marché du repas complet était trop limité, en tout cas en France, pour pouvoir exploser. Donc, on a pris acte de cette situation et on s'est dit, on va faire du snacking. On a une marque qui est très forte, qui est puissante, qui parle aux jeunes, C'est vrai. qui parle aux urbains. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle est installée, qu'elle est forte et puissante, justement? On a une notoriété qui est énorme pour une marque qui a seulement 3 ans. 65% des urbains qui connaissent la marque Feed, quand on leur demande de citer une marque de nutrition, de repas complet, qui vient instantanément, on a plus de 400 000 personnes. 65% des urbains. C'est énorme. La question, c'est citez-moi une marque d'alimentation révolutionnaire. Quoi. Voilà. Enfin, voilà. Food tech, repas complet, il y a plusieurs questions, mais c'est toujours autour du produit. Et les gens intuitivement parlent de feed. Pourquoi ? Parce qu'on a levé beaucoup d'argent, on a dépensé énormément en réseaux sociaux. Simplement, pendant le Covid, on a observé qu'il y avait un changement de paradigme. L'acquisition telle qu'on la connaît ne fonctionne plus. Les algorithmes de Facebook ont changé, iOS 14 a évolué, la CNIL a mis beaucoup de nouvelles mesures en œuvre et les consommateurs qui utilisent Internet ne peuvent plus être traqués, pour faire très court et très simple, de la même manière. Donc on ne sait plus à qui on pousse nos pubs. Donc l'acquisition un peu agressive, comme on l'a fait au début, ne fonctionne plus. Il faut se réinventer et la seule manière pour une start-up d'exister aujourd'hui, de prendre la parole, c'est de créer du contenu organique, gratuit, en offrant quelque chose à son public. Et c'est ce qu'on a fait en segmentant vraiment notre stratégie. Sur mes réseaux sociaux personnels, on va parler d'inspiration, de motivation, parce que tu connais mon histoire, on vient d'en bas et on a quand même réussi. Et sur la partie feed, les experts de la nutrition, où on va sur toutes les plateformes adapter le contenu, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de la même manière sur YouTube, où c'est de la vidéo longue et sous-titrée, que sur TikTok, où c'est une vidéo de 7 secondes, où il faut aller très vite et réussir à attraper l'attention. Et donc ce contenu organique nous a permis de nous réinventer et évidemment de lancer cette nouvelle gamme de produits, mais qui en réalité a été demandé par les consommateurs. Et depuis qu'on l'a lancé, ça fait à peine un mois, on le voit sur tous nos chiffres, c'est beaucoup plus facile à vendre, il y a beaucoup plus de repeat, beaucoup plus de conversion, parce qu'on parle à tout le monde. Tout le monde peut remplacer son snack, quand en France, en tout cas à l'heure actuelle, tout le monde ne peut pas remplacer son repas. Quand je vous avais dit que c'était impressionnant, c'est impressionnant. Attends, ça reste très impressionnant. Mais tu m'as perdu. Le gars qui, comme moi, a été sans doute un des tout premiers. Je n'ai plus aucun des produits que j'ai aimés. C'était il y a seulement 3 ans. J'arrive pas à le croire, Anthony. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. C'était il y a seulement 3 ans. J'ai plus aucun de ces produits-là. C'est vrai qu'on a changé. C'est pas grave, c'est la vie. Voilà. En fait, c'est un pari difficile pour une start-up et c'est pas du tout contre toi parce qu'on t'aime bien. Mais il faut savoir tourner le dos à ses premiers clients. C'est ça. Parce qu'en fait, ils ne représentent pas forcément la suite de l'aventure ou ce que tu es devenu. Et c'est vrai que cette image un peu très agressive qu'on avait au début, remplacer votre repas pour gagner du temps, on a réalisé que c'était pas forcément le message qu'on voulait véhiculer, mais c'est ce qui excite aussi les industriels parce que quand ils nous parlent, ils voient cette rapidité, cette agilité à changer un portfolio de 50 produits en 2 ans. Ils n'ont jamais vu ça. Et encore une fois, on se concentre sur la marque pour raconter une histoire. C'est vraiment important que toutes les startups le comprennent. Je pense que lever des fonds, en tout cas pour le B2C, n'est plus forcément nécessaire. On est à l'ère des réseaux sociaux où tu peux prendre la parole facilement. Et ça paraît simple parce que nous, on a levé 40 millions. Et dire ça aujourd'hui, ça paraît paradoxal. Mais en réalité, depuis l'année dernière, on ne dépense quasiment plus d'argent. On dépensait 1 million par mois sur Facebook. Maintenant, on dépense 15 000 euros. Et on a le même nombre de personnes qui viennent sur notre site internet parce qu'on communique différemment. On donne du contenu. Et le consommateur se sent presque redevable en se disant j'ai appris plein de trucs. Et du coup, je viens et j'achète le produit feed au lieu d'acheter une quelconque marque qui appartient à un industriel et qui ne communique pas. C'est une mauvaise nouvelle pour Facebook, ça, quand même. Facebook, ça va être compliqué pour eux parce qu'effectivement, c'est de moins en moins précis. Maintenant, ce qui est bien... Personne m'avait dit avec cette clarté, comme tu viens de le dire, je ne sais plus à qui je pousse mes pubs. Et donc ça marche moins bien parce que nous c'est catégorique, tu sais plus. Catégorique. C'est-à-dire qu'en fait on peut moins traquer et depuis 2-3 mois si vous allez sur internet vous voyez qu'à chaque fois que vous arrivez sur un nouveau site ça vous demande voulez-vous les cookies oui non et c'est beaucoup plus facile de ne pas les accepter. Et donc les gens ne les acceptent pas et nous on sait plus à qui on parle. Donc moi le vieux boomer j'accepte tout comme une truffe et tout en fait faut pas les accepter voilà. Ouais. iOS 14 a fait pas mal de modifications sur son iPhone pareil tu n'es plus suivi tu as vraiment la confidentialité qui est au cœur de leurs enjeux ce qui fait que nous quand on pousse une pub, en temps normal, on la pousse à des jeunes entre 25-35 urbains. Là, aujourd'hui, on est obligé de la pousser à tout le monde. Et donc, forcément, Madame Michu, qui a 65 ans et qui est à Jonzac, elle est moins sensible à nos produits et elle n'achète pas. Mais on lui pousse une pub pour rien. Donc, l'acquisition, le modèle tel qu'on le connaît,
est terminé. Et tu verras, je suis un des premiers à le dire, mais dans 2 ans, tout le monde le dira. Le problème, c'est qu'évidemment, les grands groupes continuent à balancer parce qu'eux, ils ne traquent pas leurs résultats comme les startups parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent. Et pour Facebook, ça reste intéressant parce qu'en fait, ils sont inondés. C'est simplement des gros budgets qui viennent dessus, un peu comme ça a été le cas avec la télé. Au début, c'était des petites marques malines. Et puis après, les grands ont envoyé des budgets et c'est devenu impossible d'acheter des spots télé. Moi, c'est ça la leçon quand même, Anthony. C'est ça qui est fantastique. Tu es venu il y a 6-8 mois. Je me souviens très bien, parce que déjà, les formules avaient commencé à changer, et tu m'avais dit, on a enlevé du sucre. Et enfin, moi qui j'étais un consommateur amoureux. Non, mais vraiment. Et c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui. Elle se désagrège un peu plus, etc. Sans doute parce que tu as dû enlever du sucre. Bon. Mais tu me disais, je m'en souviens très bien, tu disais, on continue le sillon et on va aller aux États-Unis parce qu'en France c'est compliqué. On va aller aux États-Unis, mais on ne changera pas. Entre-temps, et en 6 mois, le Covid est arrivé, c'était un peu plus d'il y a 6 mois, c'était il y a 1 an, et le Covid est tombé en même temps, et c'est vrai qu'on a été bloqué aux États-Unis, bloqué en Europe, et donc il a fallu se réinventer très vite. Ce qu'on a observé aussi avec le Covid. Parce que c'est une forme d'urgence financière aussi qui t'a obligé à te réinventer. Il n'y a pas d'urgence, justement, on avait vraiment envie d'être ce qu'on appelle stand-alone, donc non dépendant des VC et des levées de fonds à répétition. Je comprends ça. Et on a dit, on va chercher de la rentabilité, la profitabilité, et donc il faut qu'on fasse des produits qui soient un peu mass market, qui plaisent au plus grand nombre. Et ce qu'on a observé avec le Covid, c'est que les gens ont eu beaucoup de temps pour cuisiner, ils étaient chez eux, en télétravail. Donc le produit feed était vraiment la dernière option pour eux. Les magasins étaient fermés, ils n'avaient pas envie de manger du feed. Et on ne pouvait pas rester dans l'expectative parce que le Covid, si ça se trouve, il allait durer 5 ans. On s'est dit, il faut faire des snackings qui vont leur servir à différents moments de la journée. La personne qui fait du sport, la personne qui cherche un petit déj. Et c'est ça, en fait, une start-up. Et c'est ça qui est génial, c'est que l'histoire n'est jamais finie. Et quand tu vois une crise, il y en a beaucoup qui ont tendance à baisser les bras, alors qu'en fait, c'est une aubaine, quasiment une opportunité pour te réinventer, pour t'adapter en fonction de tes retours clients. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore pris la mesure de la transformation profonde de l'alimentation, notamment tout ce qu'on appelle, là j'adore ce mot, là, le distriration, c'est-à-dire la grande distribution qui fait restaurant, enfin voilà et tout, avec le télétravail. Tout ce qui est snacking va être... Ça a été écrasé, mais 60%. Et ça va continuer, parce que globalement, c'est plus agréable pour tout le monde quand même que de Il faut manger à réinventer peu le près sain. snacking, il faut du sain. C'est-à-dire que les gens veulent des blocs de nutrition dans lesquels ils peuvent venir piocher aux différents moments de la journée. Et à 18h, tu n'as pas envie de manger la même chose qu'à 9h le matin. Le matin, tu vas être dans le pragmatique parce que tu sais que tu as besoin de protéines et d'énergie pour commencer ta journée. C'est pour ça qu'on met 30 mg de caféine dans nos produits. Quand le soir, tu as envie d'aller vers le plaisir, l'indulgence, et tu as envie de te faire plaisir devant Netflix, et donc là on va proposer des boules crunchy qui vont être beaucoup plus adaptées. Tout est étudié. Les boules crunchy pour se faire plaisir devant sans sucre en plus. Mais on va te reconvaincre, tu vas voir, j'ai vraiment à cœur de te faire tester les nouveaux. Tu te souviens quand même que Danone, à un moment, ils ont été rattrapés quand même par toutes leurs histoires. Hein. C'est-à-dire justement parce que l'Actimel, fallait en boire un wagon pour que ce soit vraiment efficace. Donc dans ta communication, il va falloir un petit peu faire gaffe. Quoi. Voilà. Enfin, mais tu le sais très bien. Ça. Utiliser très précis, voilà. Et il va falloir expliquer au consommateur qu'il peut en même temps avoir le plaisir et l'intérêt à l'ICAMant, l'intérêt du super aliment, parce qu'au final, on a conscience de l'impact de la nutrition sur notre quotidien, sur notre santé et aussi sur l'environnement. Et c'est pour ça que Feed est, à mon avis, à la frontière entre le complément et la nutrition, et que ça fait une jonction parfaite pour en même temps se faire plaisir et se faire du bien. Anthony Bourbon, le fondateur de Feed, était notre dernier invité du jour sur Bismart. On se retrouve, non pas lundi, mais mardi. Alors, lundi, rediffusion. Et puis mardi, à nouveau, avec vous. Bonne soirée.